Je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry. Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets. On va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse. Ah non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage. Ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde, un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans. Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous. Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction? Oh, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner. Salut les auditeurs. Tu parles à qui, là? Ben, aux auditeurs. Mais il y a personne. Oui, mais tu m'as dit de poser la question, alors du coup... Bref, alors, le podcast dont vous êtes le héros vous offre via l'aide de Tinman Games l'une de leurs applications Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial! Tinman Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité. Ah, alors là, celui-ci, je le loue. Tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry. Ah merde! Le coffre a des dents! Ça s'appelle un mimique. Oh, secours, il lâche pas! Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau@tau-central-ceti.org pour essayer de gagner une application Tinman Games. Il est en train de me grignoter les fesses! Allez hop, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 9. La forêt de la malédiction. Salutations aventuriers et bienvenue au 9e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés... Hello tout le monde, c'est Jerry. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Comment ça va Jerry depuis? Bah écoute, moi ça va très très bien, il fait beau, il fait chaud, la vie est belle j'ai envie de dire, dans le meilleur des mondes. Et toi? On a un super climat ces temps-ci, c'est vrai, assez agréable. Le temps parfait pour bouquiner en jardin public ou voilà, si on a une petite zone verte chez nous, hein, c'est toujours agréable. Bah, ou ça, ou tout simplement s'il y a un petit canal, une petite étendue d'eau fraîche, pas loin de là où on est, ça peut être un bon plan aussi. J'aime bien ce concept que ce qui était auparavant en fait culture geek, nerd, tout ce que tu veux, puisse maintenant s'afficher entre guillemets sur les berges dans les lieux publics. En effet. Et se cacher, se terrer dans une cave, dans la cave de maman, dans le garage et tout. Bah entre la caricature qui était assez proche de la réalité quand même, c'est sûr. Hein, je veux dire, oui. Les tout débuts dans les années 70, c'est vrai que c'était le cas, quoi. Et puis après, bien, on peut parler du Saint Graal, c'était la fille qui était joueuse de jeux de rôle. Bah oui, c'est clair. La fille qui était extrêmement rare. Donc quand il y en avait une, c'était vraiment le groupe qui s'était trouvé un Saint Graal, quoi. C'était chouette d'avoir voilà, une fille dans le groupe. Maintenant, aujourd'hui, c'est bien, c'est beaucoup plus diversifié. C'est un loisir comme un autre. Et bah écoute, Jerry, comme c'est un peu le début des grandes chaleurs, là, ça commence déjà. Je te propose justement que pour ce 9e épisode, on attaque un livre dont vous êtes le héros de la catégorie défi fantastique. Quelque chose qui nous rapproche de l'été. Pourquoi pas donc sortir des donjons, aller prendre l'air à l'extérieur. Et une petite balade champêtre. Exactement, dans la forêt de la malédiction. Évidemment. Ça donne plus trop envie là, non? Mais si, je veux dire, en tant qu'aventurier, tu ne peux pas aller te balader dans la petite forêt, des petites fleurs, des pissenlits, quoi. On va vite s'ennuyer. Ah non, une bonne vieille malédiction, c'est tout ce qu'il nous faut pour sortir justement de notre cave et de nos grottes. Voilà, c'est ça. Après avoir lu et se rafraîchir avec du vent frais sur le bord des canals ou dans les parcs publics, allez hop, en route dans la forêt de la malédiction où c'est sûr qu'on va mourir beaucoup plus d'une fois.
Alors Jerry, avant de rentrer dans l'histoire du livre, parlons un petit peu en fait, de quoi il parle, de quoi il s'agit. En fait, son placement dans la saga et quand il a été écrit, qu'est-ce qu'il avait de spécifique? Premièrement, je dirais que ça fait parmi des premiers livres qui, tout en étant des dungeon crawlers, c'est-à-dire des livres où le but c'est d'amasser un maximum d'XP, de trésors et de possessions, c'est parmi les premiers en fait qui se passent en extérieur. En effet, ouais, et c'est vrai que c'est, voilà, comme tu le disais juste avant, le type d'écriture, on est vraiment dans le dungeon crawler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le dungeon crawling, hein, c'est un peu de ce côté où on fait du grinding pour de l'XP, on se balade dans un donjon, on va de gauche à droite, de haut en bas, on fouille vraiment tout le donjon, on est coincé dans ce donjon et on essaye de trouver la sortie qui est souvent bloquée par un boss ou alors à la fin du donjon. Et voilà, dans ces premiers livres en fait de la saga Défis Fantastiques, on sent, je trouve, Jerry, énormément le type d'écriture dungeon crawling. Voilà, où les choix sont faits vraiment sur les directions que l'on prenne. On peut même prendre du papier et un crayon et dessiner soi-même la carte. Complètement. Là, les directions cardinales sont tout à fait respectées. On peut revenir sur ses pas, on peut revenir à des endroits qu'on a déjà visités par une autre entrée, par une autre sortie, d'une autre direction. Et toujours dans l'esprit du dungeon crawler, on est dans un environnement clos, enfin pas clos mais restreint. Là en fait on est dans cette forêt, mais voilà, j'ai envie de dire, en tant qu'aventurier, on y est un petit peu de notre plein gré. On n'est pas coincé dedans, on a envie d'y être, on est là pour ramasser de l'XP, comme je disais, du trésor, et fouiller de fond en comble pour essayer de devenir riche. Voilà, ça reste vraiment dans l'esprit justement de ce dungeon crawler. Mais par contre, voilà, c'est dans la saga des Défis Fantastiques, hein, des livres de Steve Jackson et Anne Whiston, ce fut le premier qui ouvra ses portes vers une aventure beaucoup plus grande et une écriture qui évoluera à devenir plus qu'un dungeon crawler. On sent déjà cette évolution vers un peu plus, tu sais, l'esprit jeu de rôle. Donc plus de rencontres, plus de conversations, plus de discussions. On s'écarte un peu de la base ou du dungeon crawling, mais on y est toujours un peu restreint, tu vois. On sent que ça pousse, on sent qu'on essaye d'adapter les joueurs et qu'on essaye de voir si ça va plaire. Parce que la Forêt de la Malédiction, quand on regarde les livres qui l'entourent, hein, à cette époque-là, juste avant on a la Citadelle du Chaos, qui est un énorme dungeon crawler, hein, je veux dire du début jusqu'à la fin, on pénètre dans le donjon et on doit trouver la sortie. Un autre qui le succède, c'est le Labyrinthe de la Mort, Death Trap Dungeon, Jerry, qui est, je pense, l'un des plus connus des Défis Fantastiques. Tout à fait, et qui porte vraiment bien son nom pour le coup. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il est difficile celui-là. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on sent une énorme évolution, hein, quand on lit par exemple Les Rôdeurs de la Nuit, Les Démons des Profondeurs, Les Trafiquants de Calter. On sent voilà qu'il y a eu une grosse évolution. Il y a un peu plus d'appui sur les énigmes et un peu moins en fait sur le fait que tout doit se résoudre par un coup de hache ou un coup d'épée. Ou 2 ou 3 d'ailleurs. 2 ou 3, exactement. Ouais. Voilà Jerry, en fait on sent bien, tu vois, au fur et à mesure des années, hein, dans les Défis Fantastiques, la formule du dungeon crawl évolue et est complètement masquée en fait de plus en plus par un scénario beaucoup plus ouvert et un cheminement qui est vraiment moins linéaire. Je suis d'accord avec toi. Voilà, et malgré qu'on soit dans une forêt, bon, c'est quand même bien écrit, on sent bien le côté qu'on se balade dans les bois, mais quand on regarde quand même la carte si on finit par la dessiner à côté de soi, on remarque quand même qu'on a bien l'impression d'être dans un donjon, quoi. On va bien du nord, sud, l'est et l'ouest, et c'est rare qu'on bifurque ou qu'on se balade en diagonale. Tout à fait. Donc en fait, finalement, c'est un donjon dans un espace ouvert, comme on disait, c'est-à-dire on change un peu l'environnement habituel des vieilles pierres. Donc on sent bien en fait qu'on a troqué les couloirs de pierre humides et sombres contre des sentiers et des carrefours au milieu des bois. Alors Jerry, comme on a déjà commencé à en parler, c'est sûr et certain qu'on lit le livre plusieurs fois de suite. Et moi je pense que pour illustrer un petit peu cet état de fait et faire une petite pause musicale, un petit air du Rocky Horror Picture Show, la version du film de 1975, s'impose. Exactement. Et Jerry, let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Ah d'accord, ok. Je crois qu'on a perdu tous nos points de stamina là.
Lance la musique. Point de chance, -5. Allez hop. Oh merde, le massacre. Jerry, je crois qu'on vient de massacrer la chanson là. Oh merde, non. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time war, drinking those moments when the blackness would hit me and the void would be calling. Let's do the time war again. Let's do the time war again. It's just a jump to the left. And then it's touching the ground. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. There is the velvet clouds. It really doesn't insane. Let's do the time war again. Let's do the time war again. It's so dreamy. Oh, fantasy free me. So you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, You're into the time slip. and nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under sedation. Let's do the time war again. Let's do the time war again. Well, I was walking down the street just a having a thing when a snake of a guy gave me an evil wink. He shook me up, he took me by surprise. He had a pickup truck and the devil's eyes. He stared at me and I felt a change. Time meant nothing, never would again. Let's do the time war again. Let's do the time war again. It's just a jump to the left. And then it's touching the ground. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. There is a velvet cloud. It really doesn't insane. Let's do the time war again. Let's do the time war Alors justement, en rentrant un petit peu plus dans l'histoire, l'aventure de la forêt de la malédiction, Jerry, le personnage que l'on incarne. Et alors on va dire, moi j'aime bien ce personnage-là parce que il est tout de suite marqué comme étant un aventurier dans le plus pur sens du terme, c'est-à-dire un type qui vient, qui pille, qui tripaille et qui ripaille sans la plus honte, sans aucune honte ni vergogne. Et du coup, selon la manière dont on peut le percevoir, ça, c'est quelque chose de très plaisant, en mode haha, c'est un bon vivant, ou bien, Xavier. Écoute, je peux pas être tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve que l'on incarne vraiment un psychopathe. On vit loin de toute civilisation possible dans le livre. Ça nous l'est bien décrit au début. Et puis, on décide de pénétrer dans une forêt. Et voilà, on finit par attaquer et tout massacrer devant soi. Tout ça pour récupérer un objet sacré. Bon Dieu, c'est bien amusant, mais quel massacre! Bah oui, mais en même temps, on est payé pour. Enfin, il y a la promesse d'une récompense à la clé. Donc, voilà, quoi, c'est pas... Je sais pas, peut-être que ça manque un petit peu le côté psychologique du personnage, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'incarner Jason dans la forêt. Je suis Jason de Vendredi 13, je me balade dans la forêt et tout ce qui passe devant moi, bah, ça va se prendre un coup de machette dans la tête. Bah oui, il y a un petit peu de ça. C'est vrai que le manque de psychologie dans le sens
quête pour sauver le monde, disons que c'est défendre la veuve et l'orphelin. Non, mais c'est pas ça. Mais C'est rarement qu'on a le choix en fait de s'interposer ou de dire quelque chose. Soit on s'enfuit en courant, soit on lui balance un truc à la gueule, ou soit on lui met un coup de hache dans la gueule, quoi. Tu vois, c'est vrai. Oh, mais je suis d'accord avec toi. Alors, on verra ça dans les exemples des rencontres que l'on... Voilà. Alors bien sûr, tout ça, c'est bien compréhensible. Hein. C'est quand même c'est l'un des premiers livres de la saga Défis Fantastiques. Et on sent, c'est à ces moments-là qu'on sent même une évolution en fait sur l'écriture du personnage que l'on incarne. Je suis d'accord. Et il y a ce côté un peu plus délire en fait, parce que malgré que le tout premier, hein, le sorcier de la montagne de feu, on sent vraiment qu'on incarne un apprenti aventurier qui part vers de grands horizons. Ici, pourtant, là, je sens plus la formule en fait qui est appliquée très simplement. Boum, t'es un aventurier, tu rentres dans la forêt, tu vas tout massacrer, récupère ton objectif. Pour moi, il y avait moins en fait peut-être, je pense, c'est plus personnel. Tu vois, je trouve que le personnage que l'on incarne, je le trouve moins intéressant, quoi. Alors, je dis pas qu'il est pas intéressant du tout. Hein. Je dis juste qu'il est moins intéressant que par exemple, que dans le sorcier de la montagne de feu. Mais bon, si on m'aurait vendu le livre en me disant incarner Jason Voorhees, massacrer tout dans la forêt, génial, je suis vendu, moi, je le lis tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai tout massacré. Mon Dieu. Effectivement, c'est parce que je dirais que là, le personnage que l'on incarne est vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'archétype. C'est un peu comme quand on rentre dans une partie de JDR avec le MJ qui nous dit bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Viens, on va se faire une petite partie. En fait, c'est. Il nous donne un personnage déjà pré-rempli. Oui, mais c'est ça en fait. C'est un très bon exemple. Ouais. Exactement, c'est un très très bon exemple. Tu vois, c'est un peu ce livre, la forêt de la malédiction. C'est pour les joueurs de Donjons et Dragons, c'est un peu comme la Red Box, la boîte rouge. Qui s'appelait la Red Box en Amérique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Red Box, c'est un peu un des premiers, enfin c'est pas l'un des premiers, hein, mais c'est très très tôt dans l'histoire de Donjons et Dragons. C'était un coffret tout rouge et à l'intérieur, il y avait tout ce qu'il y avait pour faire une aventure de dungeon crawling. Parce que la phase, bien sûr, de Donjons et Dragons était beaucoup plus axée au début sur, en fait, la quête du donjon, hein. Et au fur et à mesure des maîtres, les maîtres du jeu et l'évolution de l'écriture, le temps qui passe, les scénarios évoluent et même aujourd'hui, tu vois, on a des jeux de rôle où il y a quasiment pas de dungeon crawling ni de baston. Hein. On est vraiment dans des jeux d'aventure, de recherche, d'investigation. Je veux dire, on a par exemple des maîtres du jeu qui nous font jouer à un jeu de rôle français, Cops, où on est des inspecteurs et on enquête un meurtre. On a des maîtres du jeu de l'Appel de Toulouse, où rares sont les rencontres, les esprits maléfiques. On est beaucoup plus en fait sur des enquêtes paranormales. Donc on sent l'évolution l'ambiance aussi, bien sûr. Alors là, par contre, tu vois, l'ambiance de la forêt de la malédiction, moi je la trouve top, hein, superbe. Ian Livingstone, qui a écrit La forêt de la malédiction, hein, Forest of Doom en anglais. Et vraiment à son top sur la description des lieux et des endroits que l'on parcourt. Et il y a des moments où on sent vraiment, tu vois, le soleil qui nous tape dessus, qu'on sort des lieux bien boisés. On entend quasiment les ruisseaux, on a vraiment l'impression d'être perdu dans la forêt, on cherche à s'abriter. Donc là-dessus, il y avait pour moi un très très bon sens de l'écriture pour justement nous faire ressentir l'ambiance autour de nous. Moi, j'ai envie de dire en fait qu'à ce propos-là, mais je pense que c'est aussi le propre du bouquin et de son aspect dungeon crawler, c'est que on se retrouve quand même dans une forêt. Je sais pas comment dire ça. C'est une espèce de vortex de magma à rencontre. On peut trouver dans cette forêt tout et n'importe quoi. Mais quand je dis tout et n'importe quoi, il manque juste les petits hommes gris et on a le bestiaire le plus incroyable que j'ai jamais rencontré dans un livre. C'est vrai qu'il y a zéro limite pour Ian Livingstone pour le type de monstre que l'on peut rencontrer là-dedans. Parce que quand on dit forêt maléfique, moi je pense tout de suite à... Bon, c'est sûr qu'il va y avoir quelques gobelins. Ouais. Je dirais peu d'orques, parce que bon, les orques ils vont pas se cacher trop dans les bois, je les verrais plus dans des camps, dans les plaines. Voilà. Un peu, tu vois, qu'on peut voir dans l'univers de Skyrim ou de Morrowind, hein, de la saga des Elder Scrolls. Je verrais pas un dragon, tu vois, parce que c'est une forêt, je veux dire, la forêt elle finit en 3 secondes s'il y a un dragon dedans. Et pourtant dans le livre on a un dragon pour bonne mesure. Voilà, exactement. Allez, entre autres choses. Donc, on en parlera aussi encore un petit peu après. C'est ça, on a vraiment un peu de tout. On a encore une fois des âmes de Cro-Magnon.
Alors ça, j'ai l'impression que tu vois, dans les premiers volumes des défis fantastiques, les âmes de Cro-Magnon, c'était il fallait y les mettre, quoi. C'était vachement C'était un important. ennemi standard. C'était un ennemi standard, l'homme de Cro-Magnon. Je veux dire, entre ceux que j'ai rencontrés, moi, dans la montagne de feu, là, tu vois, je retrouve le groupe, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire, putain, t'as tué nos potes, on va te faire la peau. Mais laissez-moi tranquille, quoi, je vous ai rien demandé. Moi, je pense que dans la même mesure où on incarne Jason, en fait, c'est Jason dans ce bouquin, en fait, on se rend compte que la disparition de l'homme de Cro-Magnon n'est pas due à une extinction de l'espèce, mais à un massacre en règle dû à des aventuriers. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme de Cro-Magnon ? Bah, Jason Voorhees. Jason Voorhees, se baladait champêtre dans la forêt et a tué tout ce qu'il y avait dedans. Ok, bah écoute Jerry, avant qu'on avance un peu plus justement, avant qu'on commence à parler de l'histoire du livre, notre but, notre objectif et nos rencontres, je te propose une musique pour nous mettre un peu dans l'ambiance du massacre. Exactement. Voilà. Je te propose qu'on s'écoute du chiptune, donc d'un artiste nommé Phantom Hank, et le morceau s'appelle Jerry. The Massacre. Voilà, exactement. Ça porte parfaitement son nom pour l'aventure. Alors bien sympa ce morceau de chiptune, hein. Je trouve qu'il est très très approprié pour ce qui se passe dans l'aventure. Une fois qu'on se rend compte, mais bordel, j'arrête pas de tuer tout le monde. Et on le fait gaiement. C'est ça. Et sans un mot. Sans un mot, rien du tout. Allez. Salut, excuse-moi aventurier, je suis coincé. Ah, pourquoi tu m'as mis ta machette dans la gueule ? Tu as le choix entre le tuer, partir. Bon. Voilà, c'est ça. En fait, aller au paragraphe machin pour le tuer, aller à ce paragraphe pour lui faire les poches, aller à ce paragraphe pour le tuer, puis lui faire les poches. Ou fuir. Ou fuir. Ouais, mais bon, là, disons que si on fuit, on rate un peu l'objectif en question, quoi. Il y a moins de chances de réussir si effectivement on passe son temps à fuir. Et justement, quel est l'objectif ?
Alors l'histoire commence, Jerry, on incarne un aventurier, j'imagine, qui est en train de se reposer autour de son petit feu de camp, en train de se manger 2 ou 3 écureuils qu'il est massacré dans la forêt. C'est ça. Et là, on a quelqu'un de la famille de Gimli, qui s'appelle donc Gillibrand Big Leg. Voilà, tu vois, le truc très cliché, très classique de l'heroic fantasy. Donc le nain qui sort de la forêt, qu'on voit au lointain, en train de trébucher sur lui-même, qui est grièvement blessé, qui tombe dans nos bras, et qui... voilà, et qui nous dit justement qu'on doit trouver le marteau sacré des nains, et le ramener à Gillibrand, donc sa famille, pour se défendre des trolls. Ouais, dans le petit village de Stonebridge. Stonebridge, voilà, exactement, dans le village de Stonebridge. Alors, où se trouve ce marteau ? Ce marteau, alors, on sait qu'il est dans la forêt qu'on vient de... Attention, parce que Gillibrand nous dit bien que la forêt s'appelle la forêt maléfique. Alors déjà, évidemment, c'est censé pas être rassurant. Mais non. Nous, tout ce qu'on entend dans le petit speech de ce nain mourant, c'est récompense de l'autre côté de la forêt. Alors évidemment, comme on avait de toute façon l'intention de massacrer tout ce qui se passait dans cette forêt, autant, on se dit, ramasser un petit pécule avec, à la clé. Et donc, on accepte la quête très enthousiaste. Tout à fait. Et c'est là, justement, on se rapproche du grand portail de la forêt maléfique. Alors, et qui y a encore un personnage non-joueur qu'on rencontre, qui s'appelle donc le sorcier Iastromo. Et c'est là, Jerry, on peut faire ses emplettes à sa boutique avant de procéder dans la forêt. Effectivement, c'est toujours pratique d'avoir un mage qui se situe à l'entrée de la forêt dans laquelle on veut rentrer, quoi. Et ça, c'est marrant, tu vois, c'est un truc qui a disparu, je trouve, au fur et à mesure des défis fantastiques. Dans les premiers, on faisait souvent ses emplettes au début de l'aventure. Alors, le livre nous dit des fois, tu vois, qu'on a un bouclier, une épée en fer. On a une tunique, un casque, voilà, on a un peu le b.a.-ba qui nous est dicté au début de l'aventure. Mais certains, comme la citadelle du chaos, il y a vraiment ce côté où on roule un dé pour savoir combien de sortilèges on a, donc on fait ses emplettes. Là, ici, dans la forêt de la malédiction, tu en passes chez Iastromo avec une petite somme de pièces d'or pour, pareil, faire ses emplettes pour l'aventure. Et c'est là où ça joue énormément, en fait, sur notre succès aussi. Il faut choisir les bons objets. Donc, il y a ce côté vraiment un peu... Tu vois, ça peut devenir l'aventure ratée dès le début. Si on ne prend pas les bons objets, on a déjà perdu d'avance. On peut pas compléter l'aventure à 100%. En même temps, vu qu'on est censé la refaire plusieurs fois, de manière à pouvoir ratisser la totalité des rencontres, des objets, du loot, c'est pas si étonnant que ça. Non, en effet. Mais c'est vrai que là, le livre nous fait bien ressortir que voilà, on va pas le lire qu'une fois. Ça, c'est sûr. Les emplettes chez Iastromo. Alors, moi, je me suis procuré, Jerry, parmi son attirail d'objets fantastiques, un casque de concentration, des filtres nasales, une potion de contrôle des plantes, une potion anti-poison, très pratique, parce que dans la forêt maléfique, il y a donc des araignées, donc tout de suite l'anti-poison, ça peut servir. Une corde de montée, j'imagine c'est la corde qui se dirige tout de suite vers le haut d'une falaise. Donc une baguette pour trouver de l'eau, le filet magique, de l'eau bénie, des gants de dextérité, une potion de contrôle des insectes, des bottes de saut et des brassards de force. D'accord. Moi, j'ai troqué quelques-uns de ces objets contre les gousses d'ail, parce que voilà, on ne sait jamais. En fait, c'était simplement... Moi, en fait, j'ai regardé la liste des objets et j'ai vu ce qu'on me proposait en me disant, bon, si on me propose des gousses d'ail, c'est que forcément, on va tomber sur un vampire, je vais prendre des gousses. C'est ça, en effet. Voilà, il y a pas mal de choses pas mal de choix que j'ai fait qui venaient en fait en fonction de ce qui était proposé en me disant, si on me les propose, c'est que ça risque d'être utile et dans la situation que j'imaginais, je préférais l'avoir. Il y en a d'autres sur lesquels j'ai fait l'impasse, en général, parce que je me disais, bon, les potions de soins, les trucs comme ça, c'est peut-être des trucs où on peut se soigner normalement assez facilement, mais voilà quoi. Il y a pas mal de choses en fait, de l'eau sainte, de l'eau bénite, ce genre de choses qui me semblaient plutôt intéressant, quoi. Tu vois, ouais, c'est sûr que de l'eau bénie, donc la rencontre de personnages de l'au-delà, les gousses d'ail pour les vampires, il y a des choses déjà qui nous rendent un peu à l'évidence de ce que l'on va rencontrer dans cette forêt. Mais voyez, on vous blaguait pas tout à l'heure, on va vraiment rencontrer tout type d'ennemis. Alors,
ce qui est assez sympa, c'est que Gastromo, gentil sorcier comme il est, nous en apprend un peu plus sur notre quête. Donc voilà, on apprend en fait que les nains habitent donc dans la ville que tu disais un peu plus tôt, Stonebridge, qu'ils ont perdu leur marteau, qu'un village voisin de nains a envoyé un faucon voler le marteau, mais le faucon fut attaqué au-dessus de la forêt maléfique par des faucons de la mort. Tout est bien expliqué, hein. Et puis après, il a sous-entendu que 2 gobelins ont trouvé le marteau et se sont mis à se battre pour savoir qui voulait l'obtenir. Alors, je te parie que l'un de ces gobelins s'appelait Smirgol et l'autre s'appelait Digol. Pendant qu'on y est. Alors voilà, après quelques heures, ils abandonnent le combat et ils découvrent que la poignée se décroche et se divise en 2 parties. Donc on a donc la tête de bronze et le manche d'ébène. Et donc ces 2 gobelins se partagent les 2 bouts. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment Nostromo connaît cette histoire ? Non, je ne l'ai pas expliqué, mais je me souviens plus. Est-ce que toi, tu te souviens ? Non, mais c'est pas du tout écrit dans le livre, c'est ça le truc. Comment est-ce que Nostromo sait que tout ça s'est passé ? Ah, d'accord. Moi, je pense qu'en fait, c'est simple. Il croise un nombre incalculable d'aventuriers qui passent par lui. C'est pour ça qu'il a posé son étal, sa tour de mage à l'entrée de la forêt, tout simplement. Et du coup, il revend des indices, entre autres... Et il appâte un petit peu le chaland avec ce genre d'informations, quoi. Genre, oui, mais tu sais que les 2 gobelins se sont séparés le butin, et donc va falloir prendre plus de choses à ma boutique si tu veux avoir une chance de récupérer les 10 objets. En fait, Nostromo, c'est un peu la concierge qui regarde à travers sa fenêtre tout ce qui se passe dans la cour. Mais depuis le temps, il aurait pu récupérer depuis longtemps en fait les 2 objets en question, quoi. Mais le business is business, comme on dit. C'est ça, pas de temps à perdre, le pognon avant tout. Alors voilà, on pénètre dans la forêt. Alors il y a cette superbe illustration de cette très grande porte qui s'ouvre et donc voilà, qui dévoile en face de nous une forêt très très épaisse. Alors ma première rencontre, Jerry, fut une sorcière qui était en train de lire quelques grimoires dans sa hotte. Alors je rentre et je cherche à faire la conversation poliment, en expliquant voilà que je cherche de l'aide. Et là, tout de suite, elle lâche un rire maléfique. Et Est-ce que son rire n'était pas plutôt maudit ? Bah, apparemment oui, parce que ça m'a fait perdre un point de chance. Et voilà. Voilà. Et elle sort d'un tiroir une fleur de la mort. Alors, tu vois, j'imagine tout de suite les fleurs de la mort qu'on retrouve dans le premier sorcellerie. Voilà, le fameux chant des lotus noirs. Les lotus noirs, ouais. Super, bon, bah, c'est génial pour moi tout ça, hein. Elle se la frotte sur le bras et ça remplit en fait la pièce d'une odeur douce. Alors, j'imagine voilà l'envoûtement. Et il y a ma vision qui commence à se troubler. Donc voilà, le livre en fait me propose de réagir et c'est là où j'enfile mon casque de concentration. Bien vu, d'accord. Alors ce qui se passe, c'est une fois que j'ai mon casque de concentration, ça commence à bloquer un peu justement l'envoûtement. Mais par contre, il y a dans cette salle aussi un de ces sous-fifres. Et qu'est-ce qu'il fait ce mec ? Il me lance une chaise à la gueule. Je rate mon jet de chance, vu que j'ai un point de chance de moins, bah pile poil, voilà, je fais le numéro qu'il fallait pas faire. Je me prends la chaise en plein sur le côté, ce qui me fait chuter et me rend inconscient. Tu vois, comme quoi le casque de concentration est très très pratique si on chute sur la tête. On est d'accord. Voilà. Donc je me réveille un peu plus tard, je réalise que toutes mes provisions, alors seulement mes petits goûters, mes petits dîners, ont été volés. Je me relève, je retourne dans la cabane, parce que là, je suis en colère, j'ai envie de justement leur mettre un coup de machette à la gueule. D'accord. Mais il n'y a plus personne. Et par contre, je trouve un livre qui contient un collier et un sort. Et le sort, en fait, me permet d'entendre la vérité des gens qui s'adressent à moi. Désolé, mais je crois que tu t'es fait rouler. Ouais. Par contre, attention, je gagne un point de chance. Ah, excuse-moi. Bah oui, t'as bien fait de revenir. En fait. Comme si t'en avais pas eu assez. Donc voilà, Lucky you. Le début un peu difficile. Et toi, Jerry, que fut ta première rencontre ? Alors, ma première rencontre a été une rencontre auditive pour commencer, parce que j'entendais une voix qui me réclamait une pièce. Au bout d'un moment, je capte que en fait, la voix semble provenir d'un corbeau. Au début, je me dis bon, ça doit être un coup de ventriloque, il doit y avoir quelqu'un qui veut se payer ma tête. Mais histoire de voir quand même, pour ne pas tout de suite passer au massacre, je commence à parler au corbeau, qui me répond
que oui, en fait, il me donnera un bon conseil contre une pièce d'or. Ah ben sympa le corbeau. Effectivement. Bon, je lui dis voilà, c'est le début de l'aventure, j'ai encore tout mon or, je lui file la pièce. Mhm. Et il me dit, va au nord. Je dis, bon, d'accord, ok. Et je lui pose encore une dernière question, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet or? Enfin, avec de l'or, t'es un corbeau. Et là, il m'explique en fait que maintenant, il est un corbeau, mais avant, c'était un aventurier, et il a été transformé en corbeau par un mage. Ok. Et qu'il a besoin de cet or pour pouvoir racheter le sort pour le changer en humain. Une pièce d'or. Non, pas une pièce d'or. En fait, il demande une pièce d'or à tous les gens qui passent par là. Ah bah dis donc. Donc, il doit être là depuis longtemps. Oh merde, le pauvre. Peut-être qu'il devrait en demander 2. Peut-être, oui, mais bon, tu sais, l'inflation, tout ça. On parle toujours de l'inflation du sorcier de la montagne de feu, on est d'accord. Ah bah, toujours cette inflation, ouais, c'est une vraie maladie. Une vraie malédiction. Donc en fait, l'équivalent de Wall Street se trouve à l'intérieur de la montagne de feu. C'est ça. Et tous les gens autour en pâtissent. Donc, Mais voilà, bon, c'est ça. je passe effectivement vers le nord, après avoir suivi le conseil du corbeau. Et je tombe sur des hobgoblins qui sont en train de se chamailler. Et je récupère, en fait, en les massacrant, car évidemment, essayer de parlementer avec un hobgoblin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, je suis d'accord avec toi, en effet. Je récupère donc des biscuits remplis de verre, comment on appelle ça, Des vers de terre asticots, des asticots, Oh. et un collier fait en crâne de rat, de souris. Mais c'est vachement utile tout ça. Mais attends, c'est très important, je veux dire. Et j'empoche tout ça, évidemment, et je continue mon chemin. Ok. Donc j'imagine que ça va te servir au bout d'un moment. Non, pas du tout, en fait, je m'en suis plus jamais servi. Des trucs complètement inutiles, merde. C'est clair, mais je me suis dit, bon, on sait jamais, peut-être sait jamais. sur une créature. Non, C'est là où on voit justement l'écriture d'Ian Livingstone qui s'amuse avec nous. Ce qui est parfait. Alors bah écoute, moi je continue mon chemin et je fais face à un grand chêne. Alors là, il y a un trou dans l'arbre. Et bien sûr, il y a quelque chose qui a l'air de se cacher dans ce trou. Bah qu'est-ce que je fais? Bah vas-y, fuck, hein. Je mets la main dedans et je m'attends au pire. Et ça me fait en fait penser à la fin de Manitou. Je sais pas si tu as lu ce livre de Graham Masterton. Donc juste pour faire vite, pourquoi ça me fait penser à ça? À la fin du livre, c'est un chaman indien en fait qui se réincarne et ça se passe dans un hôpital où il y a plusieurs personnes qui ne voient plus rien parce que l'électricité a été coupée. Et il y a une personne qui dit il faut que tu touches à peine le cercle, il faut qu'il te morde en fait un tout petit bout de ton doigt. Tu vois, il faut qu'il absorbe ton sang. Et donc la personne tend le bras en s'attendant à ce qu'il lui bouffe, tu vois, un petit doigt, quelque chose. Bah non, le chaman lui bouffe toute la main. Miam. Voilà, d'un coup. Alors, après avoir lu ça, et donc là je reviens dans la forêt maléfique, excuse-moi, la forêt de la malédiction. Enfin, tu me diras quand même qu'elle est assez maléfique, hein. Je m'attends au pire, je dis bon, bah, écoute, je me suis fait dérober par des sorcières, pourquoi pas perdre un bras, hein. Tu as une logique. Voilà. Et pourtant, je me fais mordre, Jerry, mais seulement d'un point de santé. Et puis après, j'attrape quelque chose. Et là, je retire de ce trou un casque magique. Ah, pas mal. Et c'est plutôt assez simple. Et c'est assez chouette car quand je m'en équipe, je sens une sensation d'invincibilité. Et ce casque me donne +1 à tous mes jets de dés sauf la chance. D'accord. Pas mal. Ah, c'est cool quand même. C'est cool. J'avoue. Bah, figure-toi que moi, de mon côté, en poursuivant mon chemin, je suis tombé sur un gremlin que j'ai massacré, faire bonne mesure, Bien sûr. et dont j'ai pu retirer en fait un lingot valant 28 pièces d'or. Hey, cool. Ah, pas mal, hein. Sympa. Tu vois. Donc, en poursuivant mon chemin, je tombe sur une grotte habitée par un ogre. Et là, évidemment, toujours pas de possibilité de parlementer. Donc, je le massacre. Pour faire bonne mesure. Et je lui dérobe une petite boîte en argent. Une petite boîte en argent. Dans laquelle se trouvent en fait des petites... Ah non, en fait, il n'y a rien dans la boîte en argent. Je comprends avec une autre rencontre un peu plus tard. Oh là là, donc... Mais donc, toujours rien. Toujours, donc, petite boîte. Je l'embarque avec moi parce que, voilà, ça... En fait, on peut se dire que oui, voilà, c'est des trucs en trop, mais
un peu plus tard, face à une certaine rencontre avec des voleurs, on se rend compte que voilà, se séparer de certains de son matériel peut être intéressant. Et là, tous les objets un petit peu comme ça qui ne servent à rien sont justement de bons candidats à ce genre de délestage. Et une stratégie très importante dans le livre quand on en est à la deuxième lecture. Voilà, exactement. Alors écoute, moi, et je pensais à un truc, mais si tu dois passer par, en sortant de la forêt, qui a un contrôle des douanes, hein, mais dis-moi s'il fouille dans ton sac, c'est un peu le bordel. Hein. Il y a un lingot d'or. Il y a un lingot d'or. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Oh, c'est un collier de tête de rat, vous inquiétez pas. Mais il y a des biscuits qui bougent dans votre sac. Oui, mais c'est à cause des asticots. Oh, ça me fait penser, tu sais, au steak haché dans Poltergeist. Ah oui, aussi. Oh, c'est dégueulasse. Mais pourquoi vous trimballez avec ça, monsieur? Très bonne question, Jerry. Est-ce que tu peux nous répondre? Bah écoutez, non, pourquoi je répondrais? Je le massacre. Oui, pendant qu'on y est, pourquoi pas? Non, c'est pas quelque chose qu'on n'est pas habitué dans le jeu encore. Eh oui. Ok, donc écoute, voilà ce qui m'arrive moi. Je sors un petit peu des bois, j'arrive un peu dans les plaines de la forêt. Et là, je trouve un barbare qui est accroché au sol. D'accord. Voilà, exposé au soleil. Je dis bon, le pauvre homme, il est en train de souffrir. Il communique pas du tout. Tu vois, il a vraiment la tête en arrière. Alors là, je voudrais qu'on parle justement donc de l'illustrateur de ce volume, hein, de La Forêt de la Malédiction, qui est donc Malcolm Barter. Ouais. Et Malcolm Barter a un talent assez extraordinaire pour nous représenter les rencontres de La Forêt de la Malédiction. J'aime beaucoup son design. Alors, ce qui est intéressant de Malcolm Barter, c'est qu'il joue pas beaucoup en fait sur des remplissages d'ombre ni d'éclairage. C'est plutôt en fait plus sur le détail des visages ou des personnes que l'on va rencontrer dans cette forêt. C'est beaucoup de lignes claires. Il n'y a pas beaucoup de. Il s'embête pas avec le dessin du volume. Par des dégradés ou des trucs comme ça ou voilà, il n'y a pas de texture en fait. Voilà, c'est ça. Il y a que du tracé. Voilà, mais c'est magnifique, c'est ça que je trouve d'extraordinaire quoi. C'est vraiment super et ça permet en fait de donner un côté un peu plus lugubre aux rencontres que l'on croise. Ce côté, tu vois, où tout est très sobre et pourtant il y a un détail incroyable sur le visage de la personne quoi. Ses verrues, ses bosses, ses cicatrices. Vraiment, vraiment intéressant. Bon, on mettra comme d'habitude quelques illustrations sur la page web. Oui. Assez sympa. Je mettrai d'ailleurs celle du barbare. Là. Vous la trouverez sur la page web. Donc Jerry, voilà, je reviens vers mon personnage que j'incarne. Je me dis bon, je vais le libérer. Peut-être qu'il va m'aider. Peut-être que ça va être un suivant. Je veux dire, c'est assez cool. Il y a Jason Voorhees et Conan le Barbare qui font groupe, enfin qui font équipe. Oui, oui. Devine ce qui se passe quand je le libère. Il te saute à la gorge. C'est ça. Voilà. Donc je me retrouve à le tuer. Et malheureusement, oui, voilà. C'est malheureux, mais... C'est malheureux. Donc voilà, la rencontre qui m'a pas servi à grand-chose. À part, me faire ressentir vraiment cette ambiance de doute. Ce qui est vraiment intéressant à lire. C'est très très amusant. Moi, je l'aurais massacré pendant qu'il était attaché, mais bon. Oui, pendant qu'on y est. Alors, en marchant plus loin, après avoir traversé un fleuve, je décide de poser camp. Alors, n'oublie pas que je me suis fait piquer toutes mes ressources. Pourquoi? Alors, du coup, à quoi ça te sert de poser le camp? Juste à mourir de faim petit à petit. C'est sympa. Ouais, c'est chouette. Et donc voilà. Loin, toi. Par contre, voilà ce qui m'arrive. Je me réveille au milieu de la nuit par des chauves-souris vampires. Et Jerry, moi, je n'ai pas pris la gousse d'ail. C'est ballot. Donc, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même pas mal de chance en une journée, là. Ouais. Je me fais massacrer la gueule par le sous-fif d'une sorcière qui me lance une chaise sur la tête. Je sais pas, c'est un match de catch américain, tu vois. C'est un peu ça, c'est ce que j'ai dit. Le mec, tu sais, dans l'arène, il y a moi, la sorcière, et puis il y a, je sais pas, le manager de l'autre, là, qui rentre dans l'arène et qui me jette une chaise à la gueule. Une chaise pliante. C'est ça, une chaise pliante à la gueule, quoi. En bois. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je suis tout massacré de la gueule, je mets ma main dans un trou, je me fais bouffer la main, mais bon, moi je récupère un casque. Mais voilà, je sais pas si ça va me servir à grand chose au fur et à mesure. J'aurais massacré l'arbre avant de mettre ma main dedans. C'est ça, ouais. C'est ce que j'aurais dû faire. Après, voilà, je me fais défoncer la gueule par un barbare, et puis après par des chauves-souris vampires.
Bah écoute, je finis par les massacrer parce que le casque que j'ai récupéré plutôt, tu sais, la sensation d'invincibilité, qui me donne un plus 1 à tous mes jets, aide énormément quand même contre certains J'aime ennemis. beaucoup le fait que tu précises à chaque fois que c'est une sensation d'invincibilité. Ah oui, bien C'est sûr. pas vraiment invincible. Non, c'est qu'une sensation, voyons. Ça, faut pas pousser mes mères dans les orties quand même, hein. Alors, je continue ma marche le lendemain, hein, après m'être recouché emmerdé par les chauves-souris. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, je fais face à des hommes tout minces habillés en peau de bête. Alors je me dis, est-ce que c'est peut-être la famille de Loup Ardent ? Peut-être, mais tout mince, ils sont quand même barbares, hein, normalement. Tout à fait, ouais. C'est juste que ça me faisait penser, tu vois, les mecs avec Ouais, je vois bien. petits peaux de bête. Mais bien sûr, ce ne sont pas la famille de Loup Ardent, bah, parce que déjà elle est morte. Mais c'est plutôt ni rien à voir d'aussi noble et d'aussi et d'héroïque. C'est bien sûr des sortes d'hommes de Cro-Magnon avec des flèches. Alors il y a l'un qui tire sa flèche sur moi, mais il me rate. Yes. Allez, on dirait que la journée commence bien mieux pour moi. Un jet de chance réussi. Et les mecs ils commencent à se disputer parce que justement j'ai esquivé la flèche. Ah ouais, Ils sont d'accord. en train de se disputer entre eux, quoi. Oh, t'as laissé notre dîner s'enfuir. Donc, j'imagine la conversation qui allait dans ce chemin-là. Et qu'est-ce que je fais ? Bah, j'en profite pour fuir. Hein. Je me casse. Ça, c'est une première bonne décision pour la fois. Voilà. Bah là, écoute, je trouve un puits et je jette une pièce d'or dedans. Je me dis, bon, Toi, t'as acheté une pièce, d'accord. voilà. Je vois que toi aussi, tu as trouvé ce puits. Ouais. Ok. Je jette donc une pièce dedans, je fais un vœu. Bien sûr, rien ne se passe. C'est curieux. Je me remarque après qu'il y a un chemin au fond du puits. Donc Ah. je prends ce chemin. Ok. Et je dois me mettre à 4 pattes en fait pour passer autant que j'avance dans ce petit chemin. Donc je peux vraiment pas me mettre debout, je suis tout coincé quoi. Et au bout de quelques mètres, je rencontre 2 gremlins qui m'attaquent. Et oui, bienvenue. Ouais. Voilà, super. Alors bien sûr, contrairement au film, moi j'ai pas un mixeur pour les broyer, hein, Et non. ni un micro-ondes pour les faire exploser. Et c'est surtout que eux, en fait, ils sont à la bonne taille, en fait, dans leur galerie. Bah oui, bien sûr. Ils se déplacer. Alors, Bah bien sûr. c'est comme ça, engoncé. Et ben là, je retrouve à les battre à 4 pattes. Parce que je suis dans un petit tunnel. D'accord. Donc je finis par les défoncer, parce que bien sûr, ce ne sont que des gobelins. Hein, et puis face à une épée de fer, ils vont pas faire long feu. Et je remarque quelques figurines d'argile, et j'en prends une dans ma bourse. C'est une petite figurine de main rouge, si je me souviens bien. C'est ça. Ouais, je vois. Alors Jerry, qu'est-ce qui t'arrive toi à la fin de la première journée, au début de la deuxième ? Donc, parmi mes pérégrinations, j'ai eu la chance de tomber sur une maison dans les arbres, dans les hauteurs. Donc, je suis parti, du coup, explorer, évidemment, pour voir, même si je me disais que les gobelins n'habitaient pas trop dans les arbres. Parce que, je le rappelle, on cherche quand même des gobelins, on en cherche 2 dans une forêt. Et j'ai affronté un homme un Cro-Magnon, quoi, comme tu disais. Donc là, j'ai fait ma première rencontre de Cro-Magnon dans cette histoire-là. Et pour le battre, en fait, j'ai dû le massacrer, en fait, tout simplement aussi, encore une fois. Ah Toujours bon. pas possibilité de parlementer ni quoi que ce soit. Toujours dans le même chemin, en fait, en continuant, parce que lui, en fait, ne me rapporte pas grand-chose. Je tombe sur une nouvelle grotte, après être descendu des arbres. Et à l'intérieur de cette grotte, par contre, se trouve un ogre. Un ogre qui est en train de malmener, en fait, une petite créature couinarde dans une cage. On ne sait pas trop bien, on n'arrive pas trop bien à distinguer ce que c'est. Mais là, mon instinct d'aventurier me dit « Ah, attends, ça peut être intéressant. » Et je profite du fait que l'ogre me tourne le dos pour m'approcher et utiliser une pierre à lui lancer. En fait, les choix sont simples. On propose à l'aventurier de s'approcher pour parlementer avec l'ogre, de l'attaquer, de rebrousser chemin ou de lui lancer une pierre. Étant quelqu'un de particulièrement lâche et pas de raison de m'attaquer un ogre à main nue si je peux faire autrement. Je dirais pas là, je dirais juste la décision un peu plus intelligente, quoi. Je veux dire. Ouais, mais tu sais, les paladins, bravoure, duel et tout ça, que dalle. C'est un ogre, il s'en fiche de l'honneur. Donc du coup, je ramasse la pierre et avec mes gants de dextérité,
Je lui décoche un tir direct sur l'occiput, Oh, ce bravo. qui du coup massacre, du massacre à coups de pierre. C'était quelque chose de neuf pour moi, donc c'était particulièrement Oh, mon jouissif. Dieu. Et je libère la petite créature qui se trouve être un gobelin. Ah ah. Et L'un évidemment, des gobelins. et c'est l'un des deux gobelins qu'on recherche, Oh. qui évidemment, après avoir été libéré, se jette sur moi, mais là je l'attendais de pied ferme, donc il n'a pas fait très long feu. Et en le fouillant, je récupère la tête du marteau. Bravo. Tête de bronze. Bravo, bravo. Le premier run, tu trouves l'un des deux objets. Exactement. Bravo, Jerry. Il y a- Allez, il y a hop, 500 XP pour toi. Hey, hey, tuding. Est-ce que je passe à un niveau? Oui. Non, tu vas mourir de toute Intégré. façon, donc C'est bien ce que je pensais. voilà, tu vas te faire massacrer, donc t'inquiète pas. Dépenser tes XP, j'en ai rien à faire. D'accord. Alors vas-y, continue à me raconter, parce que là, super quand même. Le premier run, tu trouves les Le- pièces du marteau. Là, je me dis, bon, ça y est, j'ai déjà fait la moitié du boulot. Et donc, je me dis qu'il ne faut pas que j'aille trop vite. Il ne faut pas que j'aille trop vite, parce que sinon, évidemment, je risque de passer à côté du deuxième. Et je commence à errer un petit peu, en fait, en allant dans toutes les directions, sauf le nord. Parce C'est que, ça. évidemment, la fin de la forêt se trouve vers L'est le ou nord. l'ouest, évite à tout prix le nord. Exactement. Donc, Et surtout le bonus quand on te propose de retourner vers le sud. oui, évidemment. Mm, mm. Et donc voilà, en fait, parmi certains trucs, je retombe en fait sur des vieilles connaissances donc de nos précédentes aventures, c'est-à-dire du lierre étrangleur, donc des plantes qui t'attrapent et qui te dépouillent. Mhm. Là, Ça me fait toujours penser à Evil Dead, tu sais. ah, évidemment. aussi. Ouais, les fameuses branches là qui... Bon, j'espère qu'elles t'ont pas violé. Non, elles m'ont pas violé. Ok. Non, j'avais justement le contrôle des plantes pour ok. y remédier. Contrairement à la pauvre copine de H. Oui, ça, il faut. Mais en même temps, quelle idée aussi d'aller dans une forêt maudite sans avoir un minimum, sans avoir parlé aux sorciers qui se trouvent à l'intérieur. Je vais te dire pourquoi. Oui. Pourquoi Juste pour nous faire un film magnifique. Ah oui. Voilà. Moi, je pense que effectivement, il y aurait eu quand même moyen de pimenter les choses avec 2-3 trucs en plus. Mais bon, bref. Bref. Donc voilà. Et donc là aussi, je passe ma première nuit sans être dérangé. Bah bien sûr. Non mais c'est sûr. Hein, je veux dire. Désolé. Et je me retrouve aussi sur le chantier en fait, le sentier pardon, qui me mène à ce puits. Sauf que j'ai pas lancé de pièces d'or parce que je trouvais ça ridicule. Et puis, Écoute-moi bien, C'est fait Jerry. pour- Écoute-moi bien. C'est fait pour payer les corbeaux d'abord. Oui, toi tu préfères donner tes pièces d'or à des corbeaux qui parlent. Oui, mais est-ce que le puits t'a demandé laisse-moi une pièce d'or? Non. Donc pourquoi tu lui donnes? C'est pas logique ton truc. Je tiens à faire remarquer que dans la citadelle de Carré, il y avait un puits où tu pouvais lancer de l'or. Mais le puits te parle et le puits te dit voilà, donnez-moi une pièce et je vous chanterai ou je vous dirai quelque chose. Et qu'est-ce qu'il nous dit déjà le puits? Ah, en fait, c'est une espèce d'attrape-nigo, d'attrape-touriste en fait, parce que Mhm. plus tu lances des pièces et plus en fait il avance sa ritournelle, mais c'est toujours la même chose. Bien C'est sûr. 4 quatrains très mignons et tout. Encore une pièce en plus, mon à l'étranger. Et à toi, gloire et beauté. Donc tu balances une pièce. Oh, une pièce encore. Et puis je te donnerai plein d'or. Et tu rebalances une pièce. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu reviennes à la au premier couplet. Là, tu fais ah fuck, c'est un truc préenregistré. Je me suis fait avoir. Donc là, fort de cette expérience, tu vois, c'est bien en fait. L'expérience se poursuit en fait de livre en livre en tant que joueur. Mhm. Donc là, je n'ai pas lancé de pièces d'or. Je suis tout de suite descendu dans les souterrains. Et à mon tour, j'ai aussi affronté donc cette série de gobelins, de gremlins. Ouais. Et ensuite, j'en suis sorti. Du coup, reprenons l'aventure là où toi tu l'avais laissé. Alors, bah écoute, cette deuxième journée qui commence ni bien ni mal, hein, il se passe pas grand-chose. Ah d'accord. Donc en fait, quand tu es ressorti par le même chemin, j'imagine. En fait, là, je suis toujours au fond du puits. D'accord. Ok. Donc j'ai continué en fait les tunnels et j'ai rencontré cette fois des gobelins. D'accord. Alors le massacre hein, s'ensuit. Je récupère pas mal de pièces d'argent et un lingot d'or. Alors tu vois ce qui s'est passé, Jerry? Je pense que toi tu as rencontré les gobelins qui le premier jour
Exact. qui avait trouvé le lingot. Et moi, en fait, je les ai trouvés le deuxième jour. Donc, à mon avis, ils se dirigeaient vers leur cachette. Tout à fait. Et c'est assez intéressant, ça, non? Ouais, c'est Le bien sens de de voir. l'écriture, il y a ce côté temporel, quoi, qui est mis en jeu. Assez sympa. Bah voilà, donc un beau lingot d'or. Par contre, j'ai pas un collier de tête de rat. Tu le regrettes, hein, ce collier de tête de rat. Alors, ce qui se passe, Jerry, là, je fais une rencontre, en fait, et j'étais un peu déçu des choix que j'avais, car j'avais pas les bons objets, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. Alors, je rencontre un frère qui se balade tout triste dans la forêt. Le vieux moine ermite, avec sa canne, son petit ventre à bière et à fromage. Et il m'explique justement qu'il a perdu sa cloche d'or. Voilà, hélas, je n'ai pas trouvé la cloche d'or. Et je me dis, tu vois, un frère qui se balade tout triste, oh là là, qu'est-ce qu'il aurait pu me donner? Il me demande en fait si je peux lui offrir une pièce d'or. Et bon, franchement, c'est avec plaisir que je lui donne. Et je gagne 2 points de chance. Pas mal. Pas mal. Si je pouvais, je lui donnerais le lingot. Hein. Tiens, prends-le. Vous gagnez 68 pièces, 68 points de chance. Non, mais quand il pense, Jason Voorhees, c'est pas l'argent qu'il cherche, c'est le massacre. Ah, t'as entendu, Jerry? Ouais. Voilà, je crois que ça va être notre petit bruit. Attention, fais le test du massacre. Parfait, ça fonctionne. Exactement, ça fonctionne. Donc, chers auditeurs, veuillez nous excuser d'avance, mais je crois que vous l'avez déjà bien assez entendu et il risque de revenir. On va essayer de limiter l'utilisation du mot massacre. Le revoilà. Et qu'est-ce que c'est que ce cri? C'est quoi? C'est caca qui charge à la bataille? Je sais pas, je pense que ça doit être le type qui a fait l'aventure, en fait, notre personnage qui nous a suivis jusque dans les studios d'enregistrement. Tu sais quoi? Pour moi, c'est ça. Ça va être le héros de la forêt de la malédiction. C'est ça. Voilà, on va l'appeler le héros de la forêt. Le héros de la forêt, es-tu là? Le bien nommé. Massacre. Et le voilà. Donc, ok, Jerry, je continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme je te disais, donc ce frère, et là, je peux pas faire grand-chose pour lui, mais il me bénit, il me donne donc 2 points de chance en plus. Alors, je pense que tu en aurais eu beaucoup plus si jamais tu avais trouvé sa cloche. Je me demande si j'aurais pas eu autre chose à la place. Donc, je continue à marcher à travers cette maudite forêt. Et là, je rencontre 3 faucons de la mort. Alors, est-ce que ça ne serait pas les fameux faucons de la mort qui ont attaqué le fameux faucon royal qui transportait le marteau sacré? Ça pourrait être ça. Moi, je dis... En fait, ils sont toujours en train de rôder autour de la forêt en mode, bon, faut qu'on récupère notre truc parce que sinon on va se faire plumer par le patron quand on va rentrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je crie à l'attaque. Ah oui, au massacre. Au massacre. Le voilà. Alors, je les défonce, hein, parce que bon, un Jason Voorhees, c'est pas n'importe qui. Hein. Et là, je récupère l'un des colliers en argent qui lit, attention, la mort vous attend. Alors, ce collier en argent était autour d'une des petites pattes des faucons de la mort, tu vois. Tu sais, c'est classe parce que ça ressemble un petit peu. J'imagine la scène, et quand je vois la scène, en fait, j'imagine le type qui vient de s'affronter 3 gros piafs bien bagarreurs en mode quack, quack, quack. Quand enfin il fait, il porte le coup de grâce, il récupère les affaires, il récupère ses affaires, il récupère ce qu'il y a sur les corps, et il trouve un cookie, fortune cookie, tu sais. Il casse le truc, il regarde, la mort vous attend. Et puis à Avec l'arrière, alors, je sais pas si tu sais, mais sur ces petits gâteaux, enfin c'est pas vraiment chinois, c'est des trucs américains. Hein. Ouais. Mais donc bien sûr tu as la bonne fortune, mais à l'arrière tu as un mot à apprendre en chinois. Ah oui, d'accord, ça je savais pas. Je te laisse deviner quel est le mot à apprendre en chinois. J'en sais rien. Massacre. C'est ça. Alors Jerry, bon, écoute, je continue l'aventure et tu vois là, je me dis un truc, c'est j'ai perdu ma page, donc en cherchant ma page, je tombe sur quelques illustrations de Malcolm Barter. Et là, je tombe sur une illustration assez intéressante qui est donc au paragraphe 107. Et je l'ai pas rencontré dans l'aventure, ni à mon deuxième run dans le livre. Mais je voulais en parler parce que cette illustration, déjà, contrairement à ce qu'on disait plus tôt, c'est l'une des salles en fait où il y a du volume, il y a un remplissage. D'accord.
Et qu'est-ce que c'est que cette illustration ? Je vais te le décrire et tu me diras si tu devines ce que c'est. Donc, c'est un énorme démon complètement contrasté qui souffle du feu par ses narines. Il est équipé d'une épée de feu et d'un fouet. Là, je vais pouvoir t'en parler parce que je suis tombé dessus. Ah, tu es tombé sur le Balrog ? Eh oui. Alors là, franchement, magnifique hommage au Seigneur des Anneaux. Ah, complètement. Alors, est-ce que tu as... c'est quoi Gandalf, ce qu'il dit en français ? Run, you fools. Yep. Ah non, j'ai pas run. Je l'ai affronté. Comme on dit. Tu as dit à Gandalf fuck, c'est ça, barre-toi ? Non, j'ai Tu l'as marché sur les bouts des doigts pendant que tu y étais ? Il n'y avait pas de petits vieux en fait dans la cave, donc du coup c'est au Balrog que j'ai fait fuck. Et c'est très intéressant en fait parce que Attends, est-ce que tu viens de dire que tu viens de faire fuck au Balrog ? Ouais. Non, j'ai fait massacre au Balrog. Ah, le revoilà. Tu peux me raconter cette histoire, s'il te plaît ? Ah bah franchement ça c'est un des passages de livre que j'aime beaucoup parce que ça fait presque office de mini quête en elle-même tellement c'est complètement à part. Mm-hmm. Alors en fait pour rentrer en fait dans cette cave il faut d'abord commencer par s'enfoncer dans un tronc évidé, un tronc d'arbre mort évidé. Là j'ai pu m'y enfoncer grâce à ma corde de grimpe. Et il y a mon anneau en fait de lumière, qui aurait été acheté donc au début d'aventure, parce qu'on n'y voit rien du tout et on ne sait pas à quel point c'est profond. Une fois en bas, on se rend compte qu'il y a c'est une cave vraiment tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que avec cette particularité qu'elle a des champignons. Il y a des champignons qui poussent et ces champignons sont ramassés par des petites créatures humanoïdes, genre petits gobelins. D'accord, je commençais à imaginer que tu as mangé des champignons hallucinogènes. En fait, oui, j'ai pris un champignon. Et tu étais coincé dans un tronc d'arbre coupé, et il y a un Balrog qui est apparu en face de toi, mais ce n'était qu'une illusion. Non. Ok. Donc en fait, il y a des champignons rouges et des champignons verts qui poussent. Et puis il y avait un homme devant toi assis dans une chaise qui te proposait l'un ou l'autre. Non, il n'avait pas de lunettes, il n'était pas chaud. D'accord. J'ai pris, je crois, en fait, le champignon rouge qui m'a donné en fait des points de santé. Parfait. Je pense que le contraire se produit si jamais tu prends le champignon vert. Oh bah oui, pourquoi pas. Et j'ai laissé aller les petites créatures parce que je voyais qu'ils faisaient la récolte et je voulais savoir qu'est-ce qu'elles en faisaient en fait. Qu'est-ce qui se passait si jamais... Voilà, en fait, si je les suivais. Et en les suivant, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus d'autres qui... En fait, ne m'ont pas attaqué. J'ai pu aller et venir entre eux sans qu'il se passe rien. Et qui faisaient de la récolte de champignons. Le long de la paroi de la cave, il y avait un escalier qui longeait la paroi et qui remontait vers sans doute l'extérieur. Donc je me dis, bon, bah, ils ne m'attaquent pas. J'ai récupéré des champignons, donc ok. Pas besoin de les massacrer. Ah oui, bah, évidemment, massacre. Et le long de l'escalier, en fait, se trouvent des alcôves, 3 plus exactement. Et dans chacune des alcôves, en fait, il y avait un coffre. Enfin, dans la première, il y a un coffre en bois pourri, que j'ai éclaté à coups de massue. Ce n'était pas un mimique. Non, là, on ne parlera pas de ça. Tu t'es fait assez mordre, c'est ça ? Oui, ça ira comme ça. Ok. Je me suis acheté des fonds de culotte en argent maintenant pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Ah, très malin. Et donc dans dans ce coffre, je trouve 8 pièces d'or et dans la salle suivante, je trouve un autre coffre avec cette fois-ci un bouclier impérial plus exactement, qui me ramène en fait. Alors Jerry, un bouclier qui est bien en fer ? Il est bien en fer aussi, solide face à tout dragon, pas de problème. C'est parfait. Tu vois comme quoi je continue d'apprendre de mes précédentes aventures. Tout à fait. L'expérience, tout ça, l'expérience. Et donc voilà, qui me donne de sacrés bonus de défense. Et à la sortie en fait de la dernière alcôve, apparaît d'un coup d'un seul une ombre fumante et noire qui est donc cette ombre de démon qui me barre le chemin. Ah. Et
pas possible de l'éviter, pas possible de l'esquiver, et Est-ce il que- peut en découdre. Est-ce qu'ils te décrivent sa taille? Oui, il est très grand, Mhm. mais il a quand même hauteur humaine. Ce n'est pas non plus D'accord. un géant de Oui. dizaines de mètres. Mhm. Il est sinon j'aurais fui, je pense. Mais là, il était quand même, il avait l'air prenable, donc au massacre. Et voilà. Et voilà. Et bon, avec beaucoup de difficultés. Je pense que j'aurais pas eu le bouclier, ça aurait été quand même un peu plus coton. Et j'aurais pas mangé des champignons avant pour me donner un petit peu point de vie. Ça aurait été vraiment ennuyeux. Mais là, je réussis à le vaincre, sachant il a un coup de fouet en fait enflammé qui lui donne une attaque supplémentaire, qui fait des dommages importants. Enfin, bref, vraiment une créature très 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 difficile à battre. Mhm. Et c'est là que c'est assez rigolo en fait, c'est que visiblement, une fois qu'il est vaincu, je sais pas si tu l'as signalé, mais dans l'illustration, on remarque qu'il a une couronne sur sa tête. Oui. Et lorsqu'il meurt, Non, je l'ai pas dit justement, mais il a quand même, il a une couronne des rois il a une sur la couronne tête. Hein. Exactement. Et lorsqu'il meurt, en fait, il disparaît en flammes Mhm. et tout disparaît avec lui, sauf sa couronne, qui reste sur son petit tas de cendres. Ah. Et lorsqu'il meurt, lorsqu'il disparaît, les créatures qui étaient en train de ramasser les champignons s'arrêtent et nous regardent, Mhm. hébétés et ne sachant pas trop quoi faire. Donc là, on comprend que en fait, c'était c'était ce démon qui régnait sur les créatures, qui les faisait travailler avec son fouet enflammé. Et dans la dernière alcôve, on découvre qu'effectivement se trouve un trône qui visiblement était celui sur lequel était assis le démon, quoi. Alors, tu te retrouves dans cette situation, Xav. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi je vais porter la couronne et je vais m'asseoir sur le trône. Et effectivement, une fois que tu t'assois sur le trône et que tu as la couronne sur la tête, tu te rends compte que les créatures en fait qui étaient hébétées, qui essayaient de communiquer avec toi, finalement tu commences à comprendre ce qu'elles te disent. Ah, intéressant. Elles te demandent voilà, que faisons-nous pour la prochaine récolte et tout. Et tu leur dis bon bah écoutez, voilà, la prochaine récolte, moi je m'en fiche, je suis un aventurier, voilà, Mhm. quoi, je suis pas là pour ça. Et tu vas pour retirer la couronne. Ah bah mince alors, c'est pas une super stratégie ça? Sauf que tu te rends compte que tu n'arrives pas à la retirer. Ah. Alors attends, juste avant que tu m'expliques ce qui se passe, ma stratégie à moi serait... Combien de petits hommes comme ça il y a? Oh, il y en a une petite dizaine de ce que tu peux en voir. Une dizaine de personnes, c'est pas mal. Ah, moi je les aurais commandé d'aller me chercher les 2 pièces du marteau dans la forêt. Mais bien sûr, évidemment. Et c'est sans doute ce qu'auraient pensé la plupart des aventuriers en fait qui passaient par là. Mhm. Sauf qu'en fait, la couronne est un parasite. Oh. Un parasite symbiotique plus exactement. Ouh. Et une fois qu'il t'a chopé la tête, bah, il ne laisse plus partir. Et tu vas devenir le prochain Balrog? Et tu deviens effectivement le prochain Balrog. Et tu es coincé dans cette forêt. Ah, Dans sympa. cette cave, parce que justement, tu te dis qu'il faut que tu fasses travailler en fait les petits êtres. Et tu deviens en fait le roi de cette petite cave et tu te transformes petit à petit, quoi. Et fin du livre. Et fin du livre. Ah bah dis donc, pas mal. Intéressant tout ça. Voilà. Donc sympa. du coup, j'ai dû recommencer le bouquin et tout. Mhm, bien sûr. C'est la fin du premier run, quoi, pour moi. Écoute Jerry, moi j'arrive vers la fin de l'aventure, hein, après les faucons de la mort là qui me délivrent donc le message de la mort. Et là qu'est-ce qui se passe? Je passe devant, en fait j'arrive à la fin de la forêt. J'arrive vers Stonebridge et je rencontre une vieille maison tu vois, dont les fondations sont un peu cassées la figure. Et il y a une petite porte sur le côté. Et le livre me demande est-ce que j'ai une clé en argent? Ah. Non, je n'ai pas de clé en argent. Je continue et finalement j'arrive dans Stonebridge avec les mains vides. C'est génial. Voilà, la fin de ma première aventure. Donc j'imagine les nains. Ah, vous êtes l'aventurier, qu'est-ce que vous avez trouvé? Écoute, me casse pas les pieds, toi. Je me suis fait défoncer la gueule par un barbare, par des chauves-souris, par des sorcières. J'étais dans un match de catch où il y en a un qui m'a jeté une chaise à la gueule. Laissez-moi tranquille. J'ai passé 48 heures d'enfer dans cette forêt. Et là, tu vois, ce que fait mon personnage, c'est très simple. Il se dirige vers le pub et il se bourre la gueule. Parce qu'il l'a bien mérité. Et voilà, donc la fin de ma première aventure. Donc Jerry, je crois qu'on rentre dans la phase très intéressante de ce livre, c'est que on peut s'attendre à faire l'aventure plusieurs fois de suite. Parce que le livre te propose en plus de ça de revenir au début de la forêt
pour refaire en fait un run. Alors ça. c'est assez rigolo parce que on peut revenir au début de la forêt très très rapidement, visiblement. Mhm. Mais par contre, pour le faire la forêt dans le sens inverse, c'est pas possible. Non, Il doit y avoir une espèce de téléphérique qui te ramène en début de forêt. c'est ça. Bah, Mais, c'est un peu le côté, tu vois, où c'est un peu difficile à l'écriture de tout faire en à l'envers, quoi. Ah Je veux bah dire, oui, le livre va faire le double de pages après. je suis d'accord. Mais quand même, le livre a cette caractéristique, de te proposer de faire un jet de chance Mhm. pour retourner quand même au début de la forêt. Parce Oui. que si tu rates, eh bien, tu te fais cribler de flèches par les gens qui étaient à la recherche de ce marteau et qui ont attaqué en fait le nain, le premier nain que tu as rencontré en Mhm. fait au tout début de la forêt. Donc tu vois, on est sympa, mais pas trop quand même. Et ce qui se passe, je dirais, c'est qu'on se fait massacrer. Exactement. Ah bah tiens, je crois qu'il est mort, là. Voilà. Voilà, c'est bon, on l'entendra plus. Et donc voilà, en fait, c'est- on a une chance sur deux, en gros, en fait, de pouvoir revenir avec nos affaires et de pouvoir recommencer. Sinon, effectivement, il faut reprendre tout depuis le début. Alors moi, ce qui s'est passé à mon deuxième run, Jerry, je m'équipe un peu mieux déjà. Je prends les objets qui vont m'être nécessaires. Ah, avant j'ai oublié de parler de quelque chose. Quand on arrive à la fin de la forêt, on a parlé bien plus tôt dans le podcast, mais des voleurs. Des voleurs, des brigands. Alors en fait, quand on arrive vers la fin, donc on rencontre ces voleurs qui, c'est simple, soit on peut se battre contre eux, mais je crois qu'ils sont 4 ou 5, dont Ouais, la je crois cheftaine qui est une très belle rousse. Ils sont 5. Ils sont 5. Ou on peut donner 5 objets, c'est ça? C'est ça, oui. 4 ou 5 objets. Donc voilà, comme tu disais plus tôt, c'est là où ça sert de tout ramasser. Est-ce qu'on peut se vider les poches des petites choses assez simples? J'imagine bien, en fait, la scène où je donne à la cheftaine mon collier de rat, de tête de rat. Et tu donnes à son second et un lingot d'or. Non, à son second, je lui donne des sandwichs remplis d'asticots. Oh. Oh, mon Et Dieu. ainsi de suite, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, ils sont là. Hop, 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 c'est bon, tu passes. C'est bon, vas-y, Tu passe. Allez, dégage. C'est bon. Allez. On veut plus de toi. On veut plus de toi. Alors, bah écoute, voilà, donc ça, ouais, les fameux voleurs, qui est donc la phase intéressante de pas trop vider son sac, car on a encore besoin de quelques objets. Alors, Jerry, deuxième run. Qu'est-ce que je fais? Bah déjà, deuxième run, je trouve toujours pas la première partie du marteau avec les gobelins que tu as trouvé. Enfin, avec le fameux gobelin là qui est enfermé dans la cage. En revanche, est-ce que tu as trouvé la seconde partie? Oui, j'ai trouvé la seconde partie de mon deuxième run. Donc je finis par entrer dans un établissement où il y a un combat de bras de fer. Exact. Là, avec le combat de bras de fer, je gagne une clé en argent, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc, la clé en argent... Je Ah non, sais en fait. exactement où m'en servir. C'est pas la clé en argent. Non, c'est pas la clé en argent. Non, justement, j'ai jamais trouvé la clé en argent. J'ai gagné une poudre de lévitation. C'est ça, exactement. J'ai gagné de la poudre de lévitation. Et donc, je me dis, bon, ok, je vois pas à quoi ça me sert, je m'en fous. Et donc, je reviens vers donc cet établissement, vers la fin du livre, où il faut une clé en argent. J'ai pas la clé en argent, mais le livre me propose de défoncer la porte avec ma force. La première fois, c'était un échec. La deuxième, j'ai réussi à la défoncer. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un escalier qui descend vers une crypte. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme sarcophage en bas de cette crypte. Et donc là, je peux utiliser la poudre de lévitation pour justement soulever le couvercle de la crypte. Et là, il y a un fantôme, une banshee ou un démon qui apparaît devant moi. Et c'est là où je peux utiliser donc l'eau bénie de Yaz. Exactement. Et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur de la crypte? Et c'est là où je trouve le manche d'ébène. Et bien sûr, après, je retombe sur les voleurs, puis j'arrive au village, et je n'ai qu'une partie sur 2 du marteau. C'est un échec. Et je me fais cribler de flèches. Ah bah mince alors, donc du coup, faut vraiment que tu retapes tout le truc. Le troisième run. Alors écoute, j'ai fait un troisième run, mais c'est là où j'ai pu enfin trouver la première partie. Bien joué. Alors, ce qui est assez fantastique, c'est que je rencontre d'autres ennemis. En fait, j'ai un personnage qui avait peu de stamina, D'accord. parce que sur les dés, j'ai roulé un double 2. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que je trouve la première partie du marteau, ce que je n'avais pas trouvé dans mes 2 derniers runs, mais avec les rencontres que je fais pas long feu, et je meurs avant de trouver la deuxième partie et de quitter cette forêt. Bon, parfait. Écoute, je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas lu le livre une 4e fois. C'est bon,
j'en ai marre, ça va, la forêt de la malédiction, hein, voilà. Donc, j'admets que j'étais un petit peu le joueur, le rage quit en fait, voilà ce qui m'est arrivé. Mais viendra le jour où je fais une 4e fois. Et je pense que là, je réussirai enfin à trouver les 2 parties du marteau. Alors juste pour dire en fait, on parlait justement de la variété des rencontres qu'on pouvait faire. Je voudrais juste citer pour comment on appelle ça, for the records. Pour les records, ouais. Pour Voilà. les archives. Pour les archives, voilà. Je voudrais juste citer pour les archives un ver de terre équipé un ver de terre géant équipé d'un dard empoisonné. Un barbare accroché au sol qui finit en berserk une fois libéré. Un dragon. Une énorme silhouette d'un ogre dans une caverne. Il y avait également un ptérodactyle. Des faucons de la mort qui nous dit qu'on va mourir. Un centaure qui est également passeur, un passeur pacifiste en plus de ça, qui veut juste passer le temps. Un loup-garou. Un loup-garou, effectivement. Il y avait aussi... alors je me suis tapé un facochère qui m'a foncé dessus, Pour bonne mesure. pour bonne mesure. Une sorcière et son sous-fifre qui veulent faire un match de catch. Il y avait un triton, enfin un homme poisson. Bien sûr. Il y avait... on peut continuer pendant des heures, Jerry, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Des hommes de Cro-Magnon qui savent pas tirer à l'arc. Oui, voilà. Il y avait un géant, un géant de la forêt, Des gremlins dans leur petite caverne. dans les petites caves, et sans doute encore plein d'autres choses. Bien sûr, un balrog maudit. Un balrog maudit, Et oui, c'est puis, vrai, exact. Pour finir, comme je disais au début, un dragon. Alors, c'est pas un dragon, c'est un wyvern. Ah d'accord, c'est une wyvern, d'accord. Wyvern, voilà. Donc, un type de dragon très spécifique, un peu plus petit. Voilà. Bah, voilà. Alors, ce qui est intéressant du wyvern, c'est on arrive dans une sorte de comment dire, d'une plaine remplie d'ossements. On peut soit s'enfuir, ou on peut soit faire l'investigation. Et se retrouver en fait à faire partie des autres ossements. Ouais. Oui, ça peut nous arriver, oui, parce que, en effet. Enfin, voilà. Bah, Jerry, pour conclure, l'aventure fut vraiment amusante. Bah oui, surtout quand on le prend comme ça en fait, c'est-à-dire comme la petite balade champêtre de Jason parmi les petites fées et les créatures féeriques. Ah oui, non, mais moi, c'est ce que j'en retiens, c'est Jason dans le monde de l'Heroic Fantasy. Hein. Donc c'est assez amusant. Non, mais l'aventure est assez sympa. La forêt est quand même assez immense à explorer. Il y a énormément de choses à voir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça en fait une très bonne lecture. C'est très, très amusant. Et le fait aussi de faire plusieurs fois le livre, ça nous permet justement de bien poursuivre notre investigation et de découvrir quand même pas mal de petits lieux différents à chaque fois. Des rencontres parfois assez fascinantes, comme dit le Balrog qui règne sur sa caverne avec sa couronne. C'est quand même son petit royaume miniature en fait, quoi. Ouais, c'est chouette ce que tu as trouvé cette mini-quête. Hein. C'est assez sympa. C'est toute la beauté de l'écriture de Ian Livingstone. Oui. Bah écoutez, chers aventuriers, sur ce, on vous souhaite très bonne soirée ou une très très bonne journée. Hein. Peut-être un petit teaser sur ce que nous allons présenter le prochain podcast. En effet, Jerry, notre prochain numéro sera un peu plus différent. Avec Jerry, voilà, on se lance sur... de temps en temps, on fera donc un épisode entièrement en anglais. Voilà, on cherche à toucher la communauté anglophone, à partager notre passion avec eux aussi. Et donc voilà, donc le prochain épisode sera entièrement en anglais. Si vous êtes bilingue, n'hésitez pas à nous écouter. On ne fera pas l'un des livres qu'on a déjà lus. Voilà, pour le prochain numéro, on fera encore l'un des tout débuts de la saga des défis fantastiques. On fera donc en anglais La Citadelle du Chaos. Et donc, bien sûr, on reviendra le mois d'après sur un épisode en français. Sur ce, on vous dit, chers auditeurs, à très bientôt. Avec une petite musique de Goblin. Exactement. Nous allons écouter de Goblin, Waiting Death. À très bientôt. À très bientôt.